Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de sol et j'ai prévu en fait de vous raconter le sol d'une façon centrée sur la plante. En tout cas, centrée sur la relation du sol à la plante. Je voudrais d'abord vous sensibiliser, mais je pense que vous l'avez réalisé, au fait que la plante est ce qui amène l'un des composants du sol. L'un des composants du sol, c'est la matière organique. Et la matière organique, elle vient dans les écosystèmes, essentiellement des végétaux, qui représentent plus de 95 à 99% de la biomasse des écosystèmes. Elle est, la plante, le pourvoyeur de matière organique, elle amène cette matière organique au sol, et j'aimerais m'arrêter un instant sur la façon dont elle l'amène. Parce que je suis sûr que, au fond de vous-même, là, l'idée que vous en avez, c'est les feuilles mortes qui tombent, c'est des branches qui tombent. Mais c'est un peu faux. Parce que, et vous allez voir que c'est même carrément très faux, quantitativement dans certains cas. C'est assez faux parce que le tiers de la plante est souterraine. Et donc, à la mort, le tiers de la mort est délivré sous terre, et pas sur terre, est incorporé au sol. C'est le produit de ces racines qui grandissent et qui, pour la plupart, ne vieilliront pas. C'est-à-dire que quand elles ont fini d'exploiter le sol, beaucoup de racines, elles ne deviennent pas grosses parce que d'autres racines plus loin, plus en avant, continuent de pousser et de se ramifier, beaucoup meurent. Pour beaucoup d'espèces, ce qu'on appelle le turnover des racines fines est de l'ordre de 80-90%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de racines qui vont mourir. Mais c'est même pas que ça. Parce que si c'était que ça, en fait, on aurait un tiers, en gros, en admettant que le temps de vie soit le même au-dessus et en dessous, on aurait un tiers de la biomasse qui serait délivrée sous terre et un tiers qui serait dérivé par la surface, dans la litière, avec les feuilles et le bois mort. Non, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, pendant sa vie, la racine, elle émet de la matière organique. Elle en émet beaucoup. C'est ce qu'on appelle la rhizodéposition. La rhizodéposition, ça peut représenter entre 10 et 40% de la photosynthèse. C'est des molécules qui sont émises du vivant de la racine dans le sol et qui vont avoir tout un tas de rôles. Alors, par exemple, et notamment vers la pointe de la racine, un rôle avec des mucilages, des sécrétions un petit peu de polysaccharides, un rôle lubrifiant qui vont permettre de faciliter l'écartement des particules du sol et de permettre la progression par sa croissance de la racine. D'ailleurs, à l'extrémité de la racine, il y a la fameuse coiffe, c'est ce qui permet de signer une racine, cette espèce de petite calotte qui couronne la racine, que le méristème racinaire produit en partie. Le méristème racinaire, il fabrique de la racine par la division des cellules, mais il fabrique aussi un petit peu de ces cellules qui vont alimenter cette calotte, et cette calotte finit desquamée, exquamée, en lambeaux dans le sol, écrabouillé, parce que son rôle, c'est de protéger ce qui est en dessous, le méristème, et pas du tout de survivre à long terme. Donc, il y a des choses qui sont déposées lors de la croissance, je pense à ces mucilages, je pense au reste de la coiffe, mais il y a aussi ce qui est activement sécrété durant toute la vie de la plante. Alors, il n'y a pas que de la sécrétion active dans ce qu'on appelle la rhizodéposition, il y a aussi des accidents, il y a des cellules qui explosent, il y a des fuites, bon. Mais il y a aussi une sécrétion active. La racine sécrète activement des molécules et ces molécules contribuent à structurer son habitat. C'est un des points forts de la plante comme organisme fixé. C'est quand on est fixé, on peut aménager son habitat, puisqu'on n'en a qu'un seul, et on peut l'influencer profondément. Alors, ces sécrétions racinaires structurent l'habitat, notamment ils y structurent la vie. Et d'ailleurs, le mot de rhizosphère, qu'on doit à Lawrence Hiltner, qui a introduit ce mot en 1904, est en réalité, quand on regarde bien la définition de Hiltner, la première définition d'un microbiote. Ce qu'il appelle la rhizosphère, c'est le sol modifié par la plante, mais modifié quant à son contenu vivant, quant aux microbes qui sont présents. Effectivement, les sécrétions racinaires vont avoir tout un tas de rôles, notamment des rôles antibiotiques. Et là, on doit penser en particulier à l'acide salicylique, qui est vraiment quelque chose qui, en moins petite dose, va avoir un rôle très fort sur les microbes et modifier le microbiote. Ce qui fait que finalement, autour de la racine, on se retrouve avec un paradoxe d'ailleurs. C'est que comme il y a beaucoup de sécrétions, il y a beaucoup à manger, donc il y a beaucoup de microbes. Il y en a plus que dans le sol alentour, mais il y a moins d'espèces. Parce que un ticket d'accès, c'est de supporter ce qui est sécrété par la plante.
Alors, ces sécrétions par la plante, elles vont avoir l'intérêt d'empêcher un certain nombre de pathogènes de s'installer, mais aussi elles vont attirer un certain nombre de micro-organismes, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, hein, qui vont aider la racine à fonctionner. Je vous reparlerai un petit peu de champignons mycorhiziens, je vous reparlerai un peu de nodosité. Bien, il y a aussi dans ces sécrétions des choses qui désherbent. Alors ça c'est très intéressant parce que quand vous avez une plante comme la reine des prés, qui effectivement quand elle est dans un pré, elle est la seule à être là partout, il n'y a que elle, mais c'est juste qu'elle sécrète alors là beaucoup d'acide salicylique par ses racines, et que là on a un effet carrément désherbant herbicide sur les autres plantes. C'est vrai aussi de la juglone du noyer, parce que la juglone du noyer arrive bien sûr par les feuilles les plus volesciva au sol, mais cette molécule, ce tanin, qui est toxique pour beaucoup d'espèces, pas toutes, hein, mais pour beaucoup d'espèces de plantes, il est aussi émis par les racines. Bien. Donc vous voyez qu'il y a de quoi désherber. Et d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, sur ces propriétés qui construisent les relations aux voisins, qu'ils soient microbiens ou plantes. Les graminées, elles, sécrètent des composés qui sont des acides benzoxynamiques, donc des trucs un peu compliqués comme formule. Du coup, on utilise souvent des abréviations pour les désigner, c'est le BOA et le DIMBOA. Et ces molécules-là bousillent complètement les mécanismes d'épigénétique des cellules végétales des autres espèces. C'est-à-dire que les petites marques qui se posent sur l'ADN, en gros, ce sont des inhibiteurs des méthylases. Et les petites marques qui se posent sur l'ADN et qui font l'épigénétique sont effacées en présence de ces molécules, et ça perturbe beaucoup le fonctionnement des plantes voisines. Voilà une modalité intéressante de désherbage. Et comme ça coûte pas mal, finalement, ces productions, et notamment ces boas et ces dimboas, dans la domestication, on a un petit peu sélectionné des variétés qui font plus de graines, donc moins de bois et de dimbois et moins de sécrétion racinaire, et donc moins de désherbage, et donc qui sont plus dépendants des gestes de désherbage. Alors là, il y a un paradoxe qu'il faudra peut-être résoudre à l'avenir si on veut utiliser moins de pesticides. En tout cas, vous voyez, ces sécrétions, elles représentent donc 10 à 40% de la photosynthèse. C'est du carbone sous forme organique qui est intégré dans le sol. Et si on rajoute ça aux racines qui vont mourir, pour la plupart d'entre elles, eh bien, la plante libère sous terre entre 1 et 5 fois autant de matière organique qu'en surface. C'est-à-dire que selon les espèces, elle en libère autant en surface qu'en profondeur, ou bien elle en libère 5 fois plus en profondeur. C'est la fourchette. Donc vous voyez qu'elle fournit de la matière organique au sol, et pas seulement par les feuilles. Alors maintenant, j'aimerais examiner quelque chose qui est bien connu pour les feuilles, qui est le fait que finalement, cette matière organique qu'elle va introduire, c'est une matière organique qui va se retrouver pleuvoir sur ses racines, et qui va être aussi une façon d'améliorer le sol. Et là, je voudrais vous parler d'une histoire qu'on a peut-être déjà évoquée d'ailleurs dans certaines brèves, moi je la raconte tout le temps. C'est l'une des raisons, car il y en a plusieurs, pour lesquelles les feuilles virent de couleur en automne dans nos régions. Vous savez qu'elles deviennent jaunes, rouges, et autant quand elles jaunissent, on peut se dire que c'est juste parce que la chlorophylle s'en va et que ça révèle le jaune de pigments caroténoïdiens, par exemple. Et c'est pas vrai, mais c'est plausible. Quand elles deviennent rouges, du vert et du rouge, ça fait du hêtre pourpre. Hein, il ne pouvait pas y avoir de rouge quand les feuilles étaient vertes. D'ailleurs, si vous les goûtez, vous verrez qu'à l'automne, ces feuilles colorées ont un goût tannique, une astringence, une amertume beaucoup plus prononcée que les feuilles qui sont restées vertes. Il y a une accumulation de tanins. Cette accumulation de tanins, dont certains sont colorés et d'autres pas, elle se fait bien sûr comme toujours dans les vacuoles, puisque vous savez, ou pas, mais si vous avez lu les bons livres, pour le coup, vous devez savoir que les tanins interagissent avec les protéines et qu'ils les empêchent de fonctionner. Et donc, accumuler des tanins dans une cellule, si on ne le met pas dans la vacuole, ça va empêcher les protéines de la cellule de fonctionner. Bon. Alors, pourquoi accumuler des tanins ? Une vieille histoire, et qui est une histoire en fait qui revient à dire que quand ça n'a pas de fonction, c'est juste pas intéressant, était de considérer que c'était des déchets, mais en fait pas du tout. Alors il y a plusieurs autres fonctions possibles et pas exclusives avec celles que je vais dire, mais en réalité, quand on regarde la voie de synthèse de ces tanins, c'est pour ça que ça coûte très cher en énergie. Donc c'est réellement des molécules qui ont un coût de fabrication, c'est pas des déchets. Alors pourquoi les accumuler forcément à l'automne, surtout dans un organe qui va tomber? Une fois de plus, il y a plusieurs explications, mais l'une d'entre elles repose sur le fait que ces feuilles, après s'être parées des plus jolies couleurs, elles vont brunir. Elles vont devenir toutes brunes. Et ça,
c'est quelque chose qui arrive à toute la matière organique, mais là, ça va être très marqué. À la fin de la sénescence de la feuille, il ne reste plus grand-chose dans la feuille. L'essentiel a été récupéré. Mais il reste encore des ressources. Il reste de l'azote, du phosphate, qui sont pris dans des protéines, par exemple, qui servent à renvoyer tout vers la plante. On ne peut pas démonter la machine de démontage. Vous y êtes. Donc il y a des restes inexpugnables qu'on ne peut pas retirer de la feuille, et ces restes, eh bien, ils vont tomber avec la feuille. Et c'est dommage, parce que c'est de l'azote, c'est du phosphate. Or, quand la cellule va se démanteler, il y a ces fameux tanins qui ont été accumulés, et ces tanins, ils ont beaucoup d'affinités, on l'a dit, pour les protéines, et il y en a tellement que ça va faire des espèces de gros édifices macromoléculaires, mélangeant des tanins, des protéines et tout le reste. Et le reste de cellules va devenir une petite boulette, une boulette de complexe tanin-protéine qui finit par s'oxyder et brunir, exactement comme quand on coupe une pomme, hein. C'est le même mécanisme, mais alors surpuissant parce qu'il y a beaucoup de tanins. Et ça va faire que l'azote et le phosphate se retrouvent pris dans des complexes qui ne sont pas mobilisables par la pluie. Et donc arrive l'hiver, ça attend, arrive le printemps, les microbes commencent à attaquer ça parce qu'ils commencent à refaire doux. D'ailleurs, certains de ces microbes sont éventuellement les champignons associés aux racines des plantes. Et ça libère l'azote et le phosphate après l'avoir stocké pendant l'hiver. Et ça a évité en quelque sorte que la pluie n'emmène la fertilité qui était retournée au sol, loin du sol, puisque c'est complètement insoluble. Et quand c'est libéré à un moment où les racines sont de nouveau fonctionnelles. Et puis d'ailleurs, même dans certains cas, je pense aux arbres de nos forêts tempérées, c'est libéré en plus par les champignons qui sont en train de chercher de l'azote et du phosphate pour aller nourrir les plantes. Je vais y revenir juste après. Bon, alors donc ça, c'est quelque chose de très important, hein. C'est que finalement, ces changements colorés qui n'adviennent que sur des plantes pérennes, et pour cause, hein, c'est les sols pour lesquels la sélection naturelle peut les avoir conduits à avoir des dispositifs qui améliorent leur sol. Les autres, l'année suivante, elles ne sont pas là, donc on ne voit pas bien l'intérêt. Alors il y a un brunissement qui s'opère, mais les complexes formés sont beaucoup moins stables, alors que dans les plantes pérennes, il y a une sélection pour avoir vraiment beaucoup de ces complexes, de façon à bien retenir toute la fertilité et faire en sorte qu'on ne perde pas au tirage ce qu'on a perdu au grattage. Vous y êtes ? C'est-à-dire qu'on ne perde pas dans le sol ce qu'on a été obligé de perdre quand les feuilles sont tombées, parce qu'on ne pouvait pas le récupérer. Et bien là, ça va rester dans le sol et quelque part, on voit que finalement, les déchets dans le monde vivant ne sont pas toujours des fatalités. Ce sont parfois des opportunités. Alors voilà au passage pourquoi donc nos arbres vont commencer bientôt à devenir rouges ou jaunes, mais il y a quelques autres explications sur lesquelles je ne vais pas revenir et qui sont d'ailleurs pas antagonistes de celle-là. Donc voilà, c'était ma première idée forte, c'est que la plante, elle donne au sol sa matière organique. Et c'est pas que le don de son corps quand elle ne peut plus rien en faire, c'est beaucoup plus compliqué, ça construit son environnement. Et c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que ce que la plante donne aussi au sol, c'est quelque chose qui va constituer une toute petite fraction du sol, moins de 0,5% du total du volume du sol, mais qui est pourtant quelque chose d'absolument vital, et pour cause parce que c'est vivant, et de fondamental pour le fonctionnement des sols, la vie du sol. Ça donne la vie du sol. Une grande partie de la vie du sol ne s'explique pas sans la présence de la plante. Mais attention, parce que là, on a deviné que déjà les parties mortes vont nourrir des microbes. Non, la plante, elle nourrit aussi du vivant, de son vivant. Et là, je reviens à ma rhizosphère. Je reviens à ce compartiment de sol qui est autour de la racine, alors, qui est très construit par ce qu'émet la racine. La racine nourrit des organismes dans le sol, et elle les nourrit comme des opportunistes pour certains, mais pour beaucoup, en réalité, le fait qu'ils soient là, qu'ils soient installés là, c'est très important pour la plante. Et je vais vous en donner 3 exemples. Mon premier exemple, c'est un exemple qui nous rappelle que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée reçue qu'il ne faut pas faire toujours la monoculture, pas toujours cultiver la même chose d'une année sur l'autre, c'est une idée pourrie. C'est une idée qui généralise abusivement le fait qu'il y a des plantes qui, au cours du temps, accumulent plus de pathogènes qu'elles n'accumulent d'auxiliaires de leur croissance, mais il y a des plantes
Et c'est le cas des arbres forestiers de chez nous, qui font des forêts avec très peu d'espèces et qui se pérennisent. Ils accumulent plus d'organismes favorables avec le temps que de maladies, et plus le temps passe, et plus le sol leur est, du point de vue de sa vie, plus le sol leur est favorable. Le Clos Vougeot, c'est 800 ans attestés de pinot noir. C'est-à-dire non seulement de vigne, mais en plus de pinot noir, quoi. Et ça pousse toujours bien. Enfin, si ça pousse mal, c'est pas un problème de micro-organismes endémiques du sol. Plutôt des champignons introduits ou le phylloxéra, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a historiquement dans ces sols-là. Alors, c'est important parce qu'en fait, il y a une anecdote qui est peu connue, mais qui est très étudiée parce qu'elle est très prometteuse. C'est ce qu'on appelle les sols suppressifs. Il y a des sols où plus on plante toujours la même chose, et mieux ça pousse. Alors c'est par exemple des sols suppressifs pour la culture des céréales, comme le blé. Quand on cultive blé sur blé, au bout de 2-3 ans, on commence à avoir beaucoup de Gaeumanomyces, un champignon qui donne le pied de thym échaudage, qui est un champignon qui boulotte les racines. Et évidemment, quand les racines commencent à être mortes, ça ne fait pas beaucoup de graines, ça fait même crever la plupart des pieds de... Voilà. Alors les premières années, effectivement, ça se passe mal. Mais si on persiste et qu'on attend, on voit petit à petit que les symptômes régressent et que les plantes, que les blés qu'on sème les années suivantes, au bout de 2 à 10 ans, ça pousse mieux, ça pousse bien. Il y a la même chose par rapport au fusarium avec les pommes de terre, par exemple, ou les fraisiers. Bon. Il y a des sols où ça se passe bien. Alors, ce n'est pas tous les sols. Et justement, les études actuelles essaient de cerner dans quel sol ça se produit, dans quel sol ça ne se produit pas. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, des fois, dans certains sols, la monoculture, ça marche. Et ça marche pourquoi ? Eh bien, ça marche parce qu'en fait, pour revenir à l'exemple du piétin échaudage, avec le temps, vous sélectionnez des bactéries qu'on appelle des pseudomonas et qui produisent un antibiotique qui détruit le Gaeumanomyces, qui détruisent le champignon. Ces antibiotiques, c'est du fluoroglucinol, encore un tanin. Ces antibiotiques, en fait, pour la bactérie, c'est un moyen de tuer des champignons qui tuent les racines alors qu'elles se nourrissent des sécrétions racinaires. Donc d'une certaine façon, c'est une façon pour la bactérie d'entretenir ses ressources alimentaires. Et vous voyez que là, on a clairement une interaction où la façon de nourrir les microbes du sol, ça permet un effet phytosanitaire. C'est important, parce que l'étude de ces cas-là, ça nous promet éventuellement d'avoir moins de maladies à gérer par les produits chimiques, par les pesticides. Et dans la trousse à outils de l'agroécologie, les microbes protecteurs des racines, c'est quelque chose de très intéressant. Et ils sont nourris par les plantes. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur évolution, tous les traits par lesquels ils protègent les racines sont sélectionnés. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous me voyez venir avec mes bottes sur le deuxième exemple, je voudrais vous parler de l'exemple des mycorhizes. L'idée, c'est que 9/10 des plantes, en fait, ne se nourrissent pas elles-mêmes dans le sol. Et d'ailleurs, si vous les semez sur un sol stérilisé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en se disant il n'y a plus de pathogènes, elles ne poussent pas mieux, elles ne poussent pas. Pourquoi ? Parce que dans des niveaux de fertilité ordinaires, elles ont besoin de champignons qui vont exploiter le sol. Dans certains cas même, ils exploitent les feuilles mortes, ça c'est plutôt dans nos forêts tempérées. Et ils ramènent de l'azote, du phosphate, sans doute tout plein d'oligo-éléments et de l'eau et du potassium qu'ils échangent à la plante contre du sucre. Cette association-là, où le champignon pénètre dans la racine, il pénètre entre les cellules, voire même étroitement au contact de la membrane cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mycorhize. Bon. Et ces mycorhizes qui intéressent 9/10 des plantes, c'est avant tout une histoire alimentaire. Mais c'est aussi l'histoire phytosanitaire. On sait très bien que l'incidence des maladies racinaires est réduite par la présence de mycorhizes et que d'ailleurs, je pense par exemple à des nématodes de la vigne qui transmettent le virus du cournouet. Plus il y a de mycorhizes, moins il y a de nématodes. Bon, alors ça c'est intéressant parce que ce que ça nous raconte, c'est que là, on est sur une interaction qui certes est alimentaire, mais elle est aussi phytosanitaire. Toujours pour la même raison d'ailleurs, c'est que pour le champignon, dans son évolution, tout ce qui protège la racine est sélectionné parce qu'il mange mieux. Et que donc il fera plus de descendants. C'est assez mécanique. Hein. L'entraide n'est rien d'autre qu'une construction basée sur l'intérêt très particulier de chacun des protagonistes. Voilà. Et puis le dernier exemple, évidemment, parce que c'est un exemple fabuleux, c'est celui des bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries que l'on trouve donc chez plein de plantes du groupe des rosales. Il y a un ancêtre d'une partie des rosales qui, il y a 80 millions d'années environ, a acquis une prédisposition qui fait que dans toutes les lignées qui descendent, il apparaît régulièrement des symbioses fixatrices d'azote. Alors,
Il en apparaît plusieurs avec des bactéries filamenteuses du sol, les Frankia. C'est ce qu'on retrouve notamment dans les aulnes. Ça, c'est apparu plusieurs fois. On retrouve ça dans les Eleagnus. On retrouve ça dans les Dryas. Bon. Et puis, il y a un groupe, les légumineuses, où là, enfin une famille, hein, les Fabacées au sens large, où là apparaît plusieurs fois répétitivement la symbiose fixatrice d'azote, cette fois-ci avec des bactéries, des petites bactéries unicellulaires qu'on appelle les rhizobiums. Et il semble, d'après le travaux récents, qu'on est plutôt sur des apparitions multiples, plutôt que sur un état ancestral qui aurait été perdu par plusieurs lignées, car oui, il existe quelques légumineuses qui ont secondairement perdu la fixation d'azote. Comme un certain nombre d'ailleurs de légumineuses arborescentes tropicales. Beaucoup d'arbres tropicaux de ces alpinacées et surtout ces alpinacées et puis des mimosacées tropicales qui ont perdu les nodosités. Donc, enfin, pardon, qui les ont pas, et je suis en train de faire un lapsus, on a longtemps pensé qu'ils les avaient perdus, mais on est plutôt sur un scénario d'acquisition multiple. Bon. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le scénario qui se soit produit, on est ici sur une association où le recrutement de microbes qui peuvent vivre dans le sol, tout seul, va permettre de les spécialiser dans la fixation d'azote. C'est-à-dire qu'au lieu d'être obligé de trouver leurs ressources et d'utiliser une partie de ces ressources pour transformer l'azote atmosphérique en azote assimilable, eh bien, ils vont être nourris par la photosynthèse et consacrer pleinement toute la machinerie cellulaire à fixer l'azote. Et ils vont le faire avec une efficacité qu'ils n'ont pas, qu'ils ont peu, ou pas du tout même, quand ils sont seuls. Par rapport à la fixation de l'azote, les rhizobiums, en général, ne fixent pas l'azote quand ils sont seuls dans le sol. Ils survivent, mais ils font autre chose. Ils cherchent à manger, quoi, en fait, du carbone avant tout. Ça, c'est une symbiose intéressante parce que, pour le coup, elle a été manipulée par l'homme bien avant qu'on connaisse même ces plantes-là. Columel nous raconte qu'il faut absolument planter du cytise parce que c'est bon pour le bétail, qui grandit plus quand il en a à manger, et qu'après, le blé pousse mieux. Alors, si vous me suivez, le cytise actuel ne doit pas être le cytise de Columel parce que je ne pense pas que le bétail, même romain, l'aurait beaucoup apprécié. On ne sait pas trop ce que Columel appelle le cytise, mais quand on voit la description, bon, c'est clair que c'est une fixation d'azote qui se cache derrière et que c'est une légumineuse. Et c'est intéressant parce qu'en fait, bon, les Incas manipulaient beaucoup, notamment, alors eux, ils mettaient ça plutôt dans les haies, ils mettaient des aulnes. Mais ça veut dire que les agriculteurs ont su manipuler les microbes et leurs effets avant d'avoir une bonne connaissance des microbes. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on comprend que les microbes peuvent beaucoup pour les plantes. Certains veulent transformer les agriculteurs en planteurs de microbes, en manipulateurs de microbes. La vraie perspective, et je vais y venir, c'est plutôt quand même d'arriver à par des gestes habituels de semis, d'arriver à entretenir les microbes intéressants sans aller se transformer en microbiculteur et sans augmenter les coûts, les charges de l'exploitation. Hein. Mais ça veut dire ça que comme on a su le faire depuis longtemps, faut juste qu'on le fasse maintenant sur plus de microbes. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui soutient forcément qu'il faille mettre parmi les intrants l'inoculation de microbes. J'aime pas d'ailleurs non plus beaucoup les probiotiques pour l'homme. Je pense qu'il faut mieux avoir les gestes qui entretiennent les communautés microbiennes intéressantes. Et ça, je vais conclure sur ces histoires de microbes en vous racontant une anecdote, et j'ai passé une conclusion un peu longue sur justement la façon de gérer le sol par les plantes. Mais avant de passer à cette conclusion, je voudrais juste vous rappeler un petit truc. Bon, on avait découvert très très tôt, hein, ça date des fins des années 80, les signaux qui permettent de recruter les rhizobiums dans le sol. Hein. C'est des émissions de molécules qui sont des petits polymères de chitine, hein, de 5-10 résidus, qui sont émis dans le sol par le rhizobium et qui induisent sur la plante la formation de la nodosité, c'est-à-dire de l'organe dans lequel ils vont être hébergés et nourris. Et donc, il y a un dialogue où la plante relargue... Ah bah tiens, c'est l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle relargue des flavonoïdes, ça attire ces bactéries qui se mettent à émettre ces petits facteurs, ces petits polymères de chitine, et cette réponse du rhizobium induit la mise en place de l'organe symbiotique sur la racine. Alors ça avait été découvert, bon voilà, et puis quelques temps après, les gens se sont dit, mais à propos, pour les mycorhizes, comment se fait le dialogue ? Et les mêmes équipes, c'est des équipes de Toulouse hein, d'ailleurs qui ont découvert ça, se sont mis à creuser la question et ils ont découvert les facteurs qui font que le champignon induit la réceptivité et la mise en place de l'organe mixte, qu'est la mycorhize, sur la plante. Et ils ont découvert,
Alors déjà, on a découvert que les plantes, émettent des molécules. Le nom m'échappe à l'instant des molécules qu'elles émettent, mais ça va revenir. Des strigolactones, voilà, qui attirent cette fois-ci le champignon non pas par déplacement, mais par croissance orientée. Le champignon se ramifie auprès de la racine et commence à émettre, comme les rhizobiums le font dans leur cas, commence à émettre des signaux qui préparent la racine à l'arrivée du champignon. En gros, elle se ramifie plus, et puis il y a tout un tas de processus d'expression génétique qui se mettent en place et qui vont permettre de mettre en place la mycorhize. Et bien figurez-vous que c'est des petits polymères de chitine. Et alors ça c'est intéressant parce qu'en fait, c'est à peu près les mêmes signaux que les rhizobiums. Et ça c'est intéressant parce que les mycorhizes, il y en a depuis qu'il y a des plantes terrestres. Et donc ce mécanisme-là, par lequel les champignons émettent des petits polymères de chitine, c'est sans doute le mécanisme ancestral par lequel des microbes dialoguent avec les plantes. Et d'ailleurs, c'est normal pour des champignons d'émettre des petits polymères de chitine, parce que la chitine est un des composants de la paroi des champignons. Donc en fait, historiquement, la plante a dû apprendre à reconnaître des choses qui étaient produites naturellement par des dommages ou des pertes de morceaux de la paroi du champignon. Voilà. Et les rhizobiums, en fait, ont réutilisé, c'est ça qui est amusant, ils ont réutilisé une partie des outils du dialogue entre les plantes et les champignons pour se faire reconnaître par les plantes. Et donc, nous, dans l'histoire des sciences, on a découvert le mécanisme le plus général par son application la plus anecdotique, ce qu'on en fait les rhizobiums. Et du coup, on comprend d'ailleurs aussi mieux que les rhizobiums se mettent à faire de la chitine, ce qui n'est pas vraiment un truc habituel de bactéries. Non pas qu'il y en ait, pas qu'ils fassent de la chitine, hein. Enfin bon, ce point de bactéries, c'est quand même pas le polymère qu'on attend le plus. On aurait attendu des lipopolysaccharides ou des choses comme ça. Bah non, c'est de la chitine, et en fait, c'est parce que les bactéries ont joué aux champignons. Bref, je clôt cette anecdote, mais qui nous renvoie au fait que le sol est aussi un lieu d'échange de dialogue chimique. Et ce que j'ai voulu dire par là, d'une façon générale, dans ce deuxième temps, c'est que l'une des choses que la plante fait au sol, c'est qu'elle entretient des microbes, pas seulement par ses déchets, mais aussi par ce qu'elle produit au niveau de ses racines. Elle en favorise certains et elle essaie autant qu'elle peut d'en défavoriser d'autres. Et maintenant, j'aimerais arriver à un troisième temps pour vous parler finalement des rôles, des autres rôles de la plante sur le sol et de la façon dont demain il faut absolument gérer nos sols par les plantes. Alors, le dernier rôle dont je voudrais vous parler, c'est le rôle de rétention du sol. Ce qui retient et structure le sol, c'est deux choses. C'est que par rapport à l'érosion éolienne, la présence de la plante casse le vent et fait qu'il n'y a pas d'entraînement éolien, ou pas beaucoup. Donc, la présence de la plante, c'est quelque chose qui empêche l'érosion éolienne. Et d'un autre côté, la plante, par ses racines, crée un entrelac, d'ailleurs entrelac qui est prolongé par l'entrelac des filaments de champignons qu'elle nourrit, les fameux champignons des mycorhizes, qui retient le sol. Et cette structuration du sol, là, va limiter l'érosion par l'eau. D'autant plus que, comme la plante donne de la matière organique, et que la matière organique, c'est quelque chose qui est souvent collant, le fait qu'il y ait de la matière organique dans le sol limite aussi la capacité des sols à se désagréger. Bon. Donc, quelque part, la plante fait la stabilité physique du sol aussi, alors que nous, on a plutôt l'idée reçue que c'est le sol qui fait la stabilité physique de la plante. Bah non. C'est des choses où les deux sont sans appui. Effectivement, la plante, elle est ancrée dans le sol, ok, mais le sol, il est sol et il a sa cohérence parce qu'il est lardé de racines, plein de matière organique et aussi plein de filaments de champignons. Et la preuve de ça est à trouver dans le labour. Le labour désherbe. C'est d'ailleurs une de ses grandes fonctions. Alors, il désherbe d'une façon très stupide, parce que très rapidement, il a sélectionné des plantes dont les graines ont des longues phases d'attente, se trouvent enterrées lors des labours, et quand elles reviennent en surface, sous l'effet de la lumière, elles germent. C'est pour ça que de temps à autre, certaines années, on a des volées de coquelicots dans un champ où on n'en avait pas vu l'année d'avant. Donc en réalité, ça désherbe, mais ça prépare aussi les ennuis du lendemain, et labourer prépare à labourer de nouveau. Parce qu'il y a des graines qui rentrent dans le sol par le labour. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça désherbe. Et le problème, c'est que quand ça a désherbé, c'est là que l'érosion commence. Car nos paysages en hiver sont bruns, et ces paysages qui sont bruns en hiver, c'est des paysages où il n'y a plus la plante pour lutter contre l'érosion éolienne. Alors dans nos régions, en hiver, l'érosion éolienne, c'est pas... Voilà, l'érosion éolienne, c'est quand il y a de la fumée derrière le tracteur. Bon, voilà, mais c'est pas énorme. Par contre, c'est l'érosion par l'eau. C'est-à-dire à la fois par les eaux de surface, mais aussi par les eaux de profondeur, qui, dans ce sol complètement déstructuré, les eaux de profondeur sont capables d'emmener des particules bien mieux que si le sol était en place.
Et ça, on le sait par l'étude d'un certain nombre de minéraux lourds, d'éléments lourds qui ne sont pas entraînés et dont la vitesse de reconcentration dépend de la vitesse d'érosion, puisqu'ils ne sont pas entraînés. Plus on érode vite, plus leur concentration augmente vite. On sait que les sols labourés augmentent l'érosion d'un facteur 10. Ils le font parce qu'ils sont labourés, mais ils le font aussi parce qu'il n'y a plus de plantes après. Et que donc ils sont nus. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que quand on a compris que la plante fait le sol, ou contribue à le faire, il faut absolument retrouver ces gestes-là. Or, on les a tous perdus. Aujourd'hui, on récolte les plantes. Ça veut dire que tout ce qui arrive par voie aérienne n'arrive plus au sol. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, c'est ancien. Mais autrefois, la seule façon de fertiliser, c'était avec de la matière organique. Et donc, on avait un retour de matière organique par le fumier. Quand Sully nous dit que labourage et pâturage sont les mamelles de la France qui valent mieux que les mines du Pérou, c'est pas qu'il pense qu'on va labourer et manger des végétaux et pâturer et manger de l'animal. Non, non, non. Quand vous regardez les traités d'agronomie de l'époque, c'est que le pâturage fait le fumier. Et que le fumier, c'est la seule façon, alors avec le fumier humain aussi, celui qu'on sort des villes, hein, les fosses d'aisance et tout, c'est la seule façon, enfin c'est la façon qu'on avait à l'époque de fertiliser. Mais cette façon de fertiliser amenait de la matière organique. En passant aux engrais minéraux, on a non seulement l'effet de la récolte, mais on n'a plus d'effet fumier en plus. Et aujourd'hui, nos sols agricoles, ils ont perdu beaucoup de matière organique. Ce d'autant plus que le labour en aérant favorise la respiration des organismes. Et les effets du labour à outrance et profond se sont vraiment fait sentir ces dernières années où les profondeurs de labour et l'essence pas chère ont facilité les choses. Depuis les années 50, les sols d'Europe ont perdu la moitié de leur matière organique. Alors on pourrait broder longtemps sur le fait que ça a des effets sur le climat, parce que c'est perdu par respiration, donc ça fait du CO2. Hein. L'homme a émis 2 fois plus de CO2 par le labour que par l'utilisation des combustibles fossiles. Simplement, il l'a fait sur plus longtemps, et il a juste emprunché au départ un refroidissement climatique. Mais n'empêche que c'est pas bon en termes de stockage de carbone, et c'est pas bon en termes de structure du sol, c'est pas bon même en termes d'existence du sol, puisque ça augmente l'érosion. Et donc aujourd'hui, on a un petit peu envie de revenir en arrière et de combiner 2 impératifs. Le premier qui est de ne pas labourer. Et il y a aujourd'hui des agricultures qui se développent sans labour. Et le deuxième, c'est que le sol soit toujours couvert. C'est-à-dire qu'entre les 2 cultures cibles, je ne sais pas, entre votre blé d'une année et vos patates de l'année suivante, que sais-je. Les patates, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'il va falloir buter, mais ça se fait, hein, ça commence à se faire. Il y a quand même un léger travail de surface qui est nécessaire. Non, entre votre blé puis votre colza de l'année suivante, vous allez installer ce qu'on appelle une culture dérobée. C'est-à-dire que vous allez planter des plantes qui n'auront d'autre fonction que de s'occuper du sol. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces cultures dérobées? Et c'est là que c'est magnifique, parce que je ne vous parle pas d'un roman, je vous parle de méthodes qui existent. On met des plantes qui sont extrêmement gourmandes en phosphate et en azote, qui vont tout stocker, qui vont tout prendre. Ça évitera que ça parte avec les eaux qui circulent dans le sol. Ça, c'est pour retenir la fertilité. On met des fixatrices d'azote, on sème en mélange. Hein. Alors les très gourmandes, c'est plutôt des crucifères, par exemple, ou des facélies. Bon. On met des plantes fixatrices d'azote, bon, ça fera de l'azote. Dans ces plantes, on se débrouille pour qu'il y en ait, c'est pas le cas des crucifères, mais qu'ils soient mycorhizés pour entretenir les champignons mycorhizés, hein, pour qu'ils soient nourris entre deux temps. On peut ajouter des plantes qui sont des antagonistes d'un certain nombre de pathogènes. Alors ça, c'est encore mal utilisé, mais par exemple, on sait que les légumineuses, en interrant dans la vigne, c'est des répulsifs pour les fameux nématodes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les Xiphinema en l'occurrence. Donc voilà, il y a des perspectives comme ça. Et puis oui, on met aussi des plantes comme les radis avec une racine à forte croissance diamétrique, parce que ça va éclater le sol et ça va contribuer à le décompacter. Mais vous inquiétez pas, hein, un sol où il y a beaucoup de vie, parce qu'il n'est pas labouré, parce qu'on n'a pas massacré les champignons, parce qu'on n'a pas massacré les racines, il se troue tout seul. Hein. Il y a des trous de vers de terre, des trous d'amibes qui circulent, des trous de champignons qui meurent en laissant un trou, des trous de racines qui meurent en laissant un trou. Il n'y a pas de problème de décompaction. Simplement, on peut l'améliorer encore avec ces plantes-là. Vous voyez, on sème des couverts qui n'ont d'autre but que, 1, d'entretenir le sol dans sa fraction vivante, dans sa structure, et 2, à leur mort, de retourner au sol. C'est-à-dire que la matière organique reste au sol. Pas de labour, et sol couvert en permanence, c'est vraiment des façons de retrouver en agriculture les façons dont la nature fait les sols, c'est-à-dire
dans les plantes, aident à faire les sols. Et alors bien sûr, bon, j'ai appréhendé le sol en mettant la plante en avant, puisque donc je suis devant des botanistes. À vrai dire, vous avez quand même senti que les microbes n'étaient pas très loin, et c'est quand même des grands artisans. Mais il faut quand même que je vous dise une dernière chose. Cette agriculture, là, elle est problématique. Parce que, comment on fait pour faire disparaître la culture dérobée au moment de semer son blé? Alors, dans un monde idéal, on la couche avec un rouleau, et puis ensuite on sème, on a des semoirs qui sont à disque, hein, qui vont enfoncer les graines dans le sol, ça marche. Sauf qu'il y a des choses comme les raies gras, quand vous leur avez écrêté la tête, ils repoussent. Et c'est des vrais plaies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si dans certaines régions on sème des mélanges de plantes gélives qui vont geler, et donc quand on va semer le blé, un blé plutôt de printemps, il n'y aura pas de problème. Okay. Dans d'autres régions, on peut aussi utiliser, quand on a beaucoup de pâturage autour, on peut utiliser la dent du bétail. Mais c'est pareil, hein. Il y a des plantes qui vont survivre et repousser de leurs racines. Non, aujourd'hui, on utilise beaucoup de glyphosate. Or, le glyphosate, on sait qu'il n'est pas bon pour les champignons mycorhiziens, il n'est pas bon pour les vers de terre du sol, il est bon pour l'homme, ça, on est rassuré par des travaux récents d'entreprises terroristes au-dessus de tout soupçon. C'est pas capté, hein, comme... Non, bon, très bien. Donc, ça, au moins, c'est pas grave pour l'homme. Quoi qu'il semblerait que pour le nouveau-né, il y a quelques études qu'on avait oubliées qui ne sont pas, sur le développement du système nerveux, pas si positives, mais bon, elles n'ont pas été transmises. Et donc, on peut se dire qu'à part ce qu'on ne sait pas, on sait que c'est bien. Et alors, il y a de toute façon tout un tas d'autres toxicités mal connues, hein, du glyphosate. C'est quand même, pour parler techniquement 2 secondes, quelque chose qui tape sur la voie des chiquimates. Hein. Et la voie des chiquimates, nous, on ne l'a pas. Donc chez nous, ça tape ailleurs en plus, si ça tape. Mais la voie des chiquimates, hein, les champignons, les bactéries et les plantes l'ont. Pour revenir un instant sur le problème du glyphosate, il se trouve, figurez-vous, qu'un sol pas labouré et couvert, la vie microbienne augmente de 20-25% en cellules, de 2% en nombre d'espèces, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'extinction dans nos sols. C'est surtout des crashs numériques qu'on observe. Vous avez une vie microbienne qui augmente et un sol qui fonctionne beaucoup mieux sans labour et avec glyphosate. Ça veut dire que si la sortie du glyphosate ne me paraît pas une option, mais simplement quelque chose que nos recherches devraient permettre de faire le plus vite possible, en attendant, c'est le labour qui est le plus dangereux pour le sol. Et c'est un grand paradoxe, parce que le labour a toujours été vu comme le geste agricole par essence. En tout cas, ces agricultures qui, aujourd'hui, avec une béquille chimique qu'on n'aime pas, retrouvent le fait que le sol n'a jamais été perturbé comme il l'est par la charrue et que donc les organismes qui y vivent ne sont pas adaptés à ça, et qui retrouvent la plante comme un moyen d'entretenir et d'améliorer le sol, ce qui a toujours été le cas, ces formes d'agriculture, même s'il y a cette béquille chimique qui nous ennuie, elles sont absolument exemplaires de ce qu'on appelle l'agroécologie. Retrouver des fonctionnements, reconvoquer des fonctionnements écologiques dans les gestes de l'agriculture, aller chercher dans la boîte à outils du comment ça a marché sans nous, sans inventer des rustines, des perfusions, des gestes dont on découvre un peu tard, éventuellement, parce que pour le labour, on l'a sincèrement fait très longtemps en pensant que c'était bon, dont on découvre un peu tard qu'ils ne peuvent pas être durables. Par contre, les mécanismes qui ont fait les sols avant l'homme, eux, ils ont fait durer le sol jusqu'à l'homme. Et donc il y a sans doute une trousse à outils là à réexploiter. Ça ne se fera pas sans plus de recherche. Mais ce que j'ai voulu vous dire, c'est que jusqu'à une question comme celle de l'origine de nos aliments, la plante est réellement quelque chose qui a un lien étroit au sol et un lien générateur. Voilà, c'est ce que je vais vous raconter. Alors, si vous en voulez, là, il vous reste encore 470 pages dans le livre, hein, à lire. Et voilà les 2 premières déjà. C'est une boutade, mais donc vous retrouverez dans l'origine du monde chez Actes Sud les sols en général. Et si vous n'avez pas envie de vous farcir ce livre, eh bien vous avez aussi une petite BD qui est parue chez Dargaud, qui s'appelle Sous terre, qu'on a fait avec Mathieu Burnia, et qui parle de sol à des auditoires soit plus jeunes, soit moins spécialisés. À propos donc des labours, autant que je sache, l'homme a utilisé les labours depuis des centaines et des centaines d'années. Et au départ, c'était pas sur des bases
c'était des bases d'observation. Donc l'homme, pendant des centaines et des centaines d'années, a pensé que le labour était positif pour lui. Et maintenant, là, si je résume de manière trop stricte et catégorique, tu nous dis que non, les labours, il faut abandonner. Alors, il y a d'abord, derrière la formulation que tu emploies, quelque chose qui est très européocentrique, ou très Europe et Asie. Bon. Les précolombiens, ils n'ont jamais labouré. Ils n'avaient pas d'ammonimo de trait et ils n'en ont pas éprouvé le besoin. Ils faisaient un trou pour semer leurs graines. Et puis ils avaient beaucoup de main-d'œuvre pour désherber. Mais l'agriculture précolombienne ne laboure pas. Et donc, tu vois, ce n'est pas consubstantiel. Hein. Mais par contre, pour nous, seul l'est. Et la réponse à ta question, elle est en fait qu'à court terme, le labour, c'est bien, ça marche. Tu désherbes, tu aères ton sol. Bon, tu seras obligé de recommencer, mais c'est pas grave. Tu désherbes, tu aères ton sol. Éventuellement, quand tu as de la matière organique, tu l'enfouis. Donc, ça permet de ralentir sa décomposition et d'avoir un petit peu plus longtemps le rôle de la matière organique en tant que telle. Tu vois, ça marche bien. L'érosion, quand tu augmentes ton érosion d'un facteur 10, il te faut entre 1000. Toi, le plateau de Saclay, c'est 4 mètres de leuce. Pour arriver à décaper tout ça, va falloir y aller. Mais par contre, quand on regarde les sols méditerranéens, eux, ils ont été décapés. Et combien de fois nous avons herborisé avec la société sur des sols d'îles méditerranéennes, et on voit c'est des sols caillouteux, même autour des grandes villes antiques, alors que ces grandes villes antiques, elles ont été construites au milieu de plaines fertiles pour les alimenter. Et donc la pauvreté des sols méditerranéens, c'est 5000 ans de labour. D'ailleurs, au début, c'est pas du labour, c'est de l'arrérage. Quelque chose qui est techniquement moins violent, puisqu'on se contente de faire un sillon et pas de retourner le sol. Il n'y a pas de versoir sur une arère. Mais le bilan, c'est que, en fait, ça devient pernicieux au bout d'un certain temps. Voilà. Mais ce temps, il est atteint. Dans la Corn Belt américaine, qui n'est quand même pas semée en maïs depuis plus de 150 ans, on va dire. Bon. On a déjà, sur 30% de toute la surface de la Corn Belt, on a perdu toute la couche de sol qui contient de la matière organique. C'est-à-dire qu'on travaille dans un sol qui, en fait, est surtout de la roche modifiée. Et on escompte que ça représente déjà une baisse de rendement dans la Corn Belt de 6% par rapport à ce qu'aurait été l'optimum en appliquant aux sols historiques les méthodes actuelles. Donc ça finit par se traduire par de la perte de rendement, et le chiffre au niveau global, il est effrayant. La perte de rendement annuelle liée à l'érosion, qui est plus forte encore en zone tropicale, entraîne une perte équivalente à la perte de toutes les terres agricoles de l'Inde chaque année. C'est énorme, et c'est masqué par des progrès variétaux, des progrès quantitatifs et qualitatifs dans tout ce qui est herbicides, pesticides et engrais, et l'augmentation de la surface agricole. Et du coup, au niveau global, ça augmente. Mais ça augmente, ok, mais ça devrait augmenter beaucoup plus. Il y a des pertes, et ces pertes, c'est les pertes de productivité liées à l'érosion. Une fois de plus, l'équivalent des terres agricoles de l'Inde chaque année, c'est énorme. C'est pas durable. Mais c'est sur le long terme. Une dernière question peut-être ? Est-ce que ces idées diffusent dans le monde agricole aujourd'hui, dans les lycées agricoles par exemple ? Est-ce qu'elles sont présentées ? Elles restent minoritaires, mais elles progressent. Il y a des agriculteurs qui s'en sont emparés, les agriculteurs qui font de l'agriculture donc de conservation par exemple, qui labourent plus, qui ont des rotations bien choisies d'année en année. Il y a une association qui est l'Association pour une agriculture durable, l'APAD. Ils sont connus pour le test du slip. Pour montrer que leurs sols sont plus vivants, malgré l'utilisation de glyphosate, ils enterrent des slips en coton. Et ils comparent ça à des slips en coton enterrés le même temps dans des champs d'agriculture conventionnels. Et leurs slips ne ressemblent plus à rien, c'est des lambeaux, parce que le coton est dégradé, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, notamment cellulolytiques, dans leurs champs, alors qu'ils sont à peu près intacts dans les champs d'agriculture conventionnelle. Donc il y a des agriculteurs qui s'en sont emparés, qui s'en font des vecteurs, mais aujourd'hui ils ne sont pas forcément aidés réglementairement ou aidés en termes de subventions. Et il est vrai qu'on a des grands organismes syndicaux agricoles qui, en fait, préféreraient ne pas voir la situation changer. Et c'est vrai que dans les lycées agricoles, tout dépend des enseignants. Et je ne suis pas sûr que ce message diffuse fortement. En plus, moi je l'ai vécu, quand les élèves sont fils d'agriculteurs, quand on leur dit que le labour ça ne marche pas, ils sont choqués parce qu'on a tous grandi avec
Ah oui, le sillon français, ce syndicat social catholique français qui s'appelle le Sillon. Hein. Bon, enfin, maintenant il appartient aux années 30, il est un peu révolu, mais l'image du sillon et du labour, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qui à court terme est effectivement pas mal.